Vous pouvez commencer, Julian. Tout d'abord, avant que nous allions vers la présentation suivante, je vais donc vous présenter Claude. Il y a un programme très intéressant par la suite. Certaines ont été enregistrées il y a un an à Londres. C'est une très très bonne occasion, cette visioconférence est une très très bonne occasion d'échanger des informations importantes. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. C'est une belle vision globale de tous les sujets que l'on peut aborder concernant les lactariums. Et c'est tellement bien de pouvoir rester à la maison et de pouvoir tout de même participer à ce genre de conférence. Donc le prochain orateur, je le connais depuis des années, c'est le docteur Claude Billot. Il travaille énormément pour promouvoir l'éducation, la formation. Il semble ne jamais arrêter. Donc, je vais vous le présenter. Il a reçu donc de diplômes très intéressants de l'Université de Bordeaux. Il est spécialisé en pédiatrie et en néonatologie à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Il est aussi, il a été directeur de l'Actarium de Marmande. Il est spécialisé surtout en nutrition. Il est professeur à l'université en nutrition. Ses recherches particulières. Et il a eu donc un doctorat en nutrition tout au long donc, de sa carrière. Il a donc été spécialisé en nutrition du grand prématuré, en néonatologie. Il a été invité d'honneur dans de nombreux pays. C'est un conférencier international. Il a été aussi président de l'association des pédiatres en Europe. Il est aussi membre de l'Académie des pédiatres. Il a aussi été très engagé dans le monde donc, des lactariums. Pendant plus de 10 ans, il a été secrétaire donc, de l'association des banques de lait en France, la DLF. Il mène donc différentes études, différents projets. Et en plus de ça, il publie très souvent des publications scientifiques. Donc, nous allons l'écouter pour sa présentation sur les acides gras dans le lait maternel. Thank you very much. Merci, Julian. I will present a video. Je vais vous présenter donc une vidéo which is on the AEEP website qui est donc sur le AEEP website. AEEB, sur le site de EMBA. Non, sur le site AEEP. Ah, le site AEEP, voilà. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais
C'est l'Association européenne pour l'enseignement de la pédiatrie. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. And you will find all these conferences also on this website. Et donc, vous trouverez aussi toute cette conférence sur ce site internet. We will start the video. Nous allons commencer la vidéo. Et donc, nous avons parlé des acides gras dans... Oui, et moi, je vais lancer l'enregistrement en français. Je vous attends. Yes, I Yes, think. you, Oui. you can begin the video. Petit point technique, je vais aussi lancer la vidéo en français. La traduction en français, pardon. J'attends le feu vert. Yes, Non. Oui. yes. No, it's a lecture. Claude Billot, pédiatre et chercheur en nutrition infantile au CHU de Pellegrin de Bordeaux, va vous présenter les résultats d'une de ses études qu'il a menées entre 1997 et 2014 à propos de la teneur, de l'évolution de la teneur en acides gras essentiels du lait maternel dans la population française, notamment les mères allaitantes. Chers collègues et amis, cela fait plus de 30 ans que je dédie mes recherches à l'étude de la composition. J'arrête. Il y a un petit souci. Notamment la qualité du lait en fonction de la nutrition de la mère, mais aussi la manière dont se développe le fœtus, mais aussi la manière dont se développe le fœtus en fonction, bien sûr, de la nutrition de la femme enceinte. Et je vais vous parler essentiellement de la composition des lipides. C'est un vrai travail d'équipe et nous avons publié énormément d'articles scientifiques à ce sujet.
Et ces publications sont publiées par le Centre de recherche de Bordeaux. J'ai d'ailleurs été responsable du Lactarium de Bordeaux et de Marmande pendant environ 20 ans, et j'étais aussi secrétaire de la DLF, l'Association des Lactariums de France, pendant 10 ans environ. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Pourquoi le lait est-il blanc? Pourquoi? Pourquoi le lait est-il blanc? C'est vraiment très simple. C'est à cause des lipides. Eh oui. Alors, la constitution des lipides. C'est liquide, c'est solide. C'est en fait une suspension de globules de graisse de lait maternel et différemment aux autres membranes de cellules, ils ont trois couches de membrane. Il y a une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Alors à l'intérieur, c'est hydrophobe et à l'extérieur, c'est hydrophile. Il y a environ 98% donc de triglycérides et le reste sont phospholipides, par exemple le cholestérol, etc. Un petit rappel pour vous. Alors, les lipides ont une triple destinée pour le bébé humain. Ils apportent de l'énergie, des réserves pour soutenir le métabolisme et aussi ils sont importants dans le développement neurosensoriel. Voilà, c'est un but essentiel, notamment la vision et le QI. La structure des lipides dépend de l'arrangement de la chaîne d'atomes de carbone qui les constitue. Si la chaîne est simple, et s'il n'y a aucune double liaison entre les atomes de carbone, on parle d'acide gras saturé, AGS. Ce ne sont pas les bonnes graisses. Alors, s'il y a une double liaison entre les atomes de carbone, on parle d'acide gras monoinsaturé, AGMI. Et les acides gras polyinsaturés, donc AGPI, il y a au moins 2 doubles liaisons entre les molécules de carbone. Et ensuite, nous avons ceux qui ont des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, qui ont de multiples doubles liaisons entre les atomes de carbone.
Et c'est ce qui est le plus intéressant en fait pour le développement du bébé. On distingue donc les familles d'oméga 3 et celles des oméga 6. Il y a donc 18 carbones oméga, les acides linoléiques avec 18 carbones. Il y a 2 doubles liaisons et les précurseurs donc des oméga 3, ce sont des alpha-linoléiques acides avec 3 doubles liens. Les acides linoléiques acides viennent de l'huile d'olive. Mais ça ne donne pas d'oméga 3. En revanche, l'huile de colza a à la fois des acides linoléiques et des acides alpha-linoléniques. En plus de cela, nous avons aussi des acides arachidoniques avec 20 et des EPA qui donnent donc EPA et des DHA avec 6 doubles liaisons et 22 molécules de carbone. Et seulement les huiles de poisson peuvent directement produire des EPA et des DHA. Mais une petite partie peut venir aussi des précurseurs de l'acide allinolique. Donc le bon ratio est de 6. Donc par exemple, dans le lait maternel, il y a un ratio de 12. À condition que le régime alimentaire de la maman soit riche en huile de poisson. La teneur en DHA dépend vraiment du régime de la maman. Voici donc un tableau des différents acides gras, la composition. Le premier, c'est le colza, les acides oléiques. Et alpha-lénoïque acide. Il y a un bon équilibre. Mais dans l'huile d'olive, il y a beaucoup, dans l'huile d'olive, il y a beaucoup de ALA, mais pas beaucoup d'acide linoléique, alpha-linoléique. Donc, l'huile d'olive marche seulement sur une jambe.
Donc, on ne peut pas avoir d'oméga 3 en consommant seulement de l'huile d'olive. L'huile. Mais les gens préfèrent toujours prendre de l'huile d'olive plutôt que du colza à cause de son meilleur goût. Mais l'huile de colza est plus intéressante. Nous allons voir maintenant les huiles contenues dans les poissons. Voilà, dans les poissons gras. Donc le maquereau contient le plus de DHA, les sardines aussi, et le saumon un petit peu moins, mais le maquereau, c'est lui le gagnant. Et le moins cher aussi, le moins cher, poisson le plus accessible pour tous. On peut même aussi le consommer en boîte. Et il est recommandé d'en consommer chaque semaine 2 fois 170 grammes de maquereau. Si vous n'aimez pas les maquereaux, vous pouvez aussi bien sûr manger des sardines ou du saumon. Voici donc les résultats observés. Nous avons donc 17 ans d'études à Bordeaux. Donc nous avons une évolution en regardant ce tableau. Il y a une bonne évolution donc de ALA, acide linoléique. Donc les acides linoléiques ont descendu un petit peu et une augmentation des autres. Mais on peut encore améliorer les choses. Voilà, on peut encore faire mieux. Le ratio, donc le ratio, c'est donc diminué de 1% à 10%. Il y a une bonne évolution sur 10 ans grâce aux conseils que l'on a donnés aux mères durant cette période. Donc la teneur en DHA
a augmenté, mais légèrement, de 0,3%. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, c'est l'analyse donc du cerveau des bébés durant la première année de vie, et le taux de DHA est absolument important pour le développement du cerveau. S'il y a une déficience, il y a vraiment de gros problèmes donc, de développement neurosensoriel. Autour du monde, en fonction donc, du régime alimentaire de la mère, nous avons des ratios différents. Au Soudan, par exemple, il y a vraiment une carence notable de DHA. Et donc, un grand risque de développement de cerveau et aussi de la vision. En opposition, vers la Chine côtière, où aussi on a 2,78% de DHA, et en France, il y a 0,32% de DHA. Mais ce n'est pas toxique d'avoir 2,78% de DHA. Et ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de personnes plus intelligentes en Chine maritime qu'en France. Mais en tout cas, c'est nécessaire d'avoir donc une bonne teneur en DHA dans le lait maternel. Alors, une autre rubrique, donc les acides gras transgéniques. Alors, sur le premier dessin, vous avez donc des acides gras normaux. Mais dans l'autre graphique, nous avons donc une transformation de ces acides gras, et ce ne sont pas de bons acides gras, ce sont des acides gras transgéniques. Voilà, vous avez ici la représentation des différents acides gras. Donc, sur le schéma A, si c'est une chaîne qui est linéaire et rigide, ce sont des acides gras saturés. Donc la perméabilité des cellules n'est pas très bonne. En contraste, vous avez sur le schéma E 6 atomes d'acide, ce sont des acides linoléiques. Donc chacun a un double liaison. On a donc un ongle.
il y a donc une cassure entre les molécules, et donc enveloppant comme une courbe, et donc ces acides gras sont fluides, avec une bonne perméabilité des membranes, et donc c'est très très bon. Donc les acides transgéniques ne sont pas bons, évidemment, pour la santé. Ils augmentent les risques de maladies coronariennes. Ils entrent en compétition avec le métabolisme des acides linoléiques et ils réduisent aussi les acides arachidoniques. Ils ont une répercussion aussi sur le développement du fœtus. Donc, quelle est la situation donc, en France à propos donc, des acides gras transgéniques? Vous pouvez voir ici, en 1997, le lait humain au Canada contenait énormément donc d'acides gras transgéniques, alors qu'en France, il n'y en avait que 2%. Et en Espagne, un seul pourcent. Les industriels fabriquant les huiles ont écouté tous les conseils de nos études et ont diminué donc la production d'acides gras transgéniques. Et en 2014, donc, vous voyez qu'en France, donc en 2014, il n'y a donc que 1,02% d'acides gras transgéniques dans le lait maternel. Donc les producteurs de margarine aussi ont suivi nos conseils. Je vais prendre par exemple le régime méditerranéen. Nous avons fait donc une étude randomisée en utilisant donc le régime alimentaire méditerranéen qui constitue donc d'huile d'olive et aussi d'une consommation de poisson 2 fois par semaine, 170 grammes, donc, qui apportait 350 mg de DHA par jour. Donc sur 80 femmes allaitantes. Pendant donc 15 jours. Et nous avons donc évalué le suivi. Voilà, nous avons donc étudié avec certains appareils. Donc l'acide alpha-linolénique, ALA,
Donc il y a eu une diminution d'acide donc linoléique, d'oméga 6, Oméga 3. avec le régime alimentaire donc méditerranéen. Donc nous voyons partout dans les publications, dans les publicités, que l'huile d'olive est très très bonne pour la santé. Oui, bien sûr, c'est une très bonne huile, mais malheureusement ne contient pas d'oméga 3. Et si vous ne donnez pas donc des maquereaux ou des sardines pour compenser, donc il n'y a aucune possibilité de développer du DHA avec seulement de l'huile d'olive. Et ce que les journalistes n'ont pas expliqué, c'est que l'acide alpha-lénolénique venait donc du bourbier en Grèce ancienne. Avant, ils consommaient énormément, donc 800 grammes de bourbier par jour. Donc si on ne parle que du régime alimentaire méditerranéen avec l'huile d'olive, ce n'est pas un bon régime. Donc il y a une faible diminution aussi de l'acide linoléique. Donc le bon ratio de linoléique et linolénique, acide, a augmenté donc de 10 à 12%. Les acides arachidoniques est stable, n'a pas eu de variation. – 0,36%. Et le pH a augmenté grâce aussi, donc, et la DHA aussi, grâce à cette consommation de macros de 0,29 à 0,44 en DHA. Donc le bon ratio est entre 2,02 à 0,5%. Et c'est mieux d'aller vers 0,5, vers 6%. Donc sur ces tableaux, nous voyons l'évolution sur 30 ans, donc de consommation de linoléique acide, ou dans le lait maternel plutôt, acide linoléique. Donc en 2014, c'était 1%. Après 15 jours d'huile d'olive, il y a donc une diminution.
avec 1 mois de l'huile d'olive, on reste à 0,7%. Et si on intervient sur le plan donc, du régime, en augmentant les apports d'oméga 3, on a donc 1,3% avec, et si vraiment on donne l'huile de colza, l'huile d'olive, et on va avoir beaucoup plus, donc un bon ratio entre un bon. Donc nous avons enregistré des résultats. Donc, en ce qui concerne donc l'apport en calories, donc l'optimal serait donc de 2200 kilocalories par jour. Pour l'eau, environ 1,5 litre d'eau par jour. Le calcium, environ 1200 mg donc par jour, et le cholestérol, environ 300 mg par jour. Ce qui concerne les acides gras saturés, 28 grammes par jour. Et il n'y a pas assez d'acides polyinsaturés. En ce qui concerne les minéraux, il y avait donc une insuffisance de fer, de zinc et en vitamines, il y avait une insuffisance de A, E et D. Donc parmi les femmes que nous avions donc suivies. Alors la question est, est-ce qu'il est intéressant de supplémenter en vitamines et en minéraux? Alors nous voyons ici qu'il y avait une insuffisance en vitamine B5 et en folate. Par conséquent, alors l'alimentation seulement peut parfois être insuffisante pour couvrir tous les besoins, donc en nutriments, enfin plutôt en oligo-éléments comme les minéraux, calcium, fer, zinc et magnésium, et aussi les vitamines D, E, B5 et folate. Mais en tout cas, l'alimentation va couvrir bien sûr les protéines et les lipides et les glucides suffisants. Il y a vraiment une longue liste de suppléments alimentaires qui vont apporter donc des suppléments en micronutriments, en vitamines et en minéraux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas?
C'est la question. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez étudié l'effet des suppléments. Peut-être que ce n'est pas dangereux. La question est-ce vraiment nécessaire? Ce n'est pas facile de répondre. En conclusion, donc, c'est important d'avoir un régime équilibré et varié. C'est intéressant de consommer 2 fois par semaine des petits poissons gras. Et dans notre étude, nous avons donc utilisé 170 grammes de maquereaux 2 fois par semaine et qui vont apporter 350 mg par jour de DHA aux femmes allaitantes. L'huile d'olive sans précurseur de DHA n'explique pas les 66% d'augmentation de DHA dans le régime méditerranéen. Si la consommation d'huile de poisson donc là, c'est seulement la consommation de petits poissons qui augmente la composition DHA. Merci pour votre attention et désolé pour mon anglais. Merci Claude. Merci pour votre présentation. Is there some question in the... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai des questions. Qu'est-ce que vous entendez? Vous parlez d'alimentation spontanée. Que voulez-vous dire par là? My opinion is without counseling by dietitian, dietitian increase the good habits to the lactating woman. Il est important donc d'avoir peut-être des conseils d'une diététicienne afin d'avoir un bon régime alimentaire lorsqu'on allait. C'est mon idée. The dietitian even with dietitian counsel, we have a good intake of macronutrients, glucides, lipids, and protein. But if not the supplement in macronutrition, it must be constant deficiency. No, not a deficiency, but not enough of micronutrients. And this is a question that it's difficult to give after to give the counsel that the mother follows the counsel. Also, il est toujours difficile, même après des conseils, que la femme suive les conseils donnés par la diététicienne. Also, maybe a supplement of mineral and vitamins is considerable. Et peut-être que la supplémentation en complément alimentaire
peut être, peut être conseillé. Je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que c'est une conversation importante à avoir avec, les mères et je pense aussi que nous devrions être conscients, que certaines femmes, vont choisir, de ne pas allaiter, parce qu'elles pensent que c'est beaucoup trop de contraintes en ce qui concerne leur alimentation et surtout, en Grande-Bretagne, nous pensons qu'il est préférable de dire aux mères: «Oui, c'est bien de manger telle ou telle chose, d'avoir un très bon régime équilibré, d'inclure évidemment les huiles de poisson, mais si elles ne le font pas, peut-être que ce serait mieux, qu'elles prennent, des compléments et certainement donc de la vitamine D ou des compléments alimentaires généraux, comme elles le font lorsqu'elles sont, enceintes, plutôt que de se focaliser réellement sur un bon régime alimentaire. Parce que certaines femmes, seraient assez réticentes et préféreraient, finalement l'option de ne pas allaiter leur bébé s'il y a trop de contraintes. Donc on doit aussi, accepter l'idée que, pour certaines femmes, ce n'est pas possible d'avoir un régime alimentaire, sain et du coup prendre des compléments alimentaires et profiter évidemment donc, de l'allaitement pour leur bébé. Yes. S'il y a des questions aussi durant la journée, vous pouvez les noter donc, en chat. Est-ce que je peux aussi poser une question? Bien sûr. Claude. Merci beaucoup, Claude, pour les résultats de votre, recherche. C'est un domaine, assez difficile à partager en néonatologie et merci beaucoup, Claude. Thank you, Juan. Thank you very much. And Merci, Juan. for Gillian, Alors pour Gillian, is it more easy to supplement? And I think that is a good remark. est-ce plus facile donc de supplémenter, les femmes en and vitamines et en minéraux? and say uh, only in supplement to eat two times of oily fish if possible per week. It's a very simple. Et donc de proposer aux femmes tout de même de manger, du poisson 2 fois par semaine, juste cela. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Ça devrait être, très facile à faire, mais nous avons aussi des gens qui ne mangent pas du tout de poisson et ce nombre de personnes, est en augmentation. Les gens savent bien sûr que c'est important de manger des huiles de poisson, en particulier, les mères qui ont des bébés prématurés, c'est particulièrement important. Mais cette information, n'est souvent pas donnée aux mamans de prématurés, avec évidemment, un développement, insuffisant évidemment de leur cerveau puisqu'ils sont nés encore, plus petits. Nous devrions réellement donner ces informations et nous devrions, donc les informer au maximum, surtout pendant, la grossesse. Donc mais en Grande-Bretagne,
Les huiles de poisson, malheureusement, ne sont pas en haut de la liste de ce que les personnes mangent. Moi, j'aime beaucoup les sardines et les maquereaux, mais j'en mangerai tous les jours. Mais pour la population générale, ils ne sont pas réellement populaires, malheureusement. Donc, nous devrions quand même nous assurer que ces femmes reçoivent l'information. Et il y a donc des alternatives s'ils ne consomment pas de poisson. Yes, you are right. Oui, vous avez raison, Gillian. And maybe if she Et not peut-être consume que fish, si la maman ne you consomme pas de you poisson, you can give the vous the pouvez lui recommander. medication with oil fish the in medication. Donc, vous Uh, pouvez recommander évidemment des capsules d'huile de poisson sous forme donc de complément. yes. Alors, nous allons passer à la présentation suivante. Alors maintenant, je vais présenter Virginie Rigour. Virginie Rigour est pédiatre spécialisée en néonatologie depuis les années 90. Elle travaille actuellement donc à l'hôpital Necker de Paris. Elle est aussi donc responsable du lactarium régional d'Île-de-France depuis 2002. Virginie a un rôle aussi très important dans les relations publiques, dans l'association des lactariums de France, la DLF. Elle est aussi membre de EMBA, donc l'association européenne des banques de lait. Il est important aussi que vous le sachiez, Virginie soutient énormément l'allaitement en étant donc la créatrice, la fondatrice aussi de SOS Allaitement Île-de-France. Et j'ai vraiment hâte d'écouter sa présentation sur l'allaitement et l'épigénétique. Merci, Julienne. Est-ce que je peux donc partager l'écran? Bonjour, bonjour Virginie.